Merci beaucoup. Merci à vous pour cette session consacrée à Azure. Le DSI en mode start-up, c'est le thème qu'on va tout de suite aborder ensemble avec deux invités. C'est dans Creative Talks. Voilà, hop, merci. Et Creative Talks, c'est tout de suite avec Frédéric Charles, mon premier invité dans cette séquence. Frédéric, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directeur stratégie et de la stratégie et de la gouvernance du SI au sein de Lyonnaise des Eaux. On s'est vu l'année dernière sur les Tech Days d'ailleurs. Concrètement, en quoi consiste votre rôle, Frédéric, au sein de Lyonnaise des Eaux ? Donc, Lyonnaise des Eaux, c'est un opérateur de services aux clients dans le domaine de l'environnement pour les clients et collectivités locales. Donc, je pilote les équipes plutôt digitales, donc qui fabriquent les portails Internet, extranet et open data. Et je suis aussi en charge de développer la vision du système d'information et de l'évolution du système d'information qui permettra d'en définir les principaux projets d'évolution. Bon, on a intitulé que ce Creative Talk, le DSI en mode start-up, ça doit vous parler un petit peu quand même, non ? Absolument, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors on va regarder justement qu'en pense un DSI dans cette vidéo. C'est le DSI de Rexel qui nous parle de son système d'information tout de suite. Le métier de Rexel, c'est le métier d'un distributeur de matériel électrique, c'est-à-dire des composants électriques qui vont aussi bien au domicile de chacun, dans un bâtiment tertiaire ou dans une application industrielle. Dans le monde, c'est plus de 13 milliards, c'est presque 30 000 collaborateurs sur plus de 30 pays. Un distributeur, il gère des flux de produits d'abord et des flux d'informations. Le choix du cloud nous permet une variabilité, une scalability dans le temps, puisqu'on ne fait pas de bing bang, on grandit, on enrichit. Donc nous ne sommes pas en mode déploiement, je dirais, calibré, figé, une fois bing bang et on s'installe. Justement, on va être dans des besoins en information et en traitement de l'information et en stockage de l'information, je dirais un petit peu en accordéon. Un des éléments clés de la performance de demain, c'est la capacité du système d'information d'accompagner des transformations qu'on ne connaît pas. Et l'architecture du système d'information, les choix technologiques qui sont faits aujourd'hui, ils seront structurants pour demain pour permettre au système d'information d'accompagner ces changements. Alors le SI qui doit accompagner des changements qu'il ne connaît pas encore, c'est en fait le défi des DSI. Je pense que vous êtes d'accord avec ça, Frédéric. Absolument. Alors ce qui est nouveau, c'est qu'avant on ne les connaissait pas non plus, mais ils arrivaient plus lentement. Aujourd'hui, ils arrivent beaucoup plus vite. Donc il faut vraiment s'adapter beaucoup plus rapidement sur des projets qui sont plus courts et des services qui doivent sortir régulièrement. Et quand on regarde l'évolution des systèmes d'information et notamment de la gouvernance des systèmes d'information qui a été mise en place dans la plupart des DSI et les référentiels, on s'aperçoit que tout a été pensé pour aller, entre guillemets, doucement. Pourquoi ? Parce que ça réduit les risques, ça améliore la qualité, et donc c'est totalement antinomique avec ce qui est demandé aujourd'hui. Donc en fait, le premier impact que l'on voit clairement dans les DSI, c'est que les méthodes de gouvernance, on parle des COBIT, ITIL et autres, doivent être revisitées et ne permettent plus aujourd'hui, entre guillemets, si on les respecte, de lancer les nouveaux projets dont on a besoin maintenant. Ils permettent encore de gérer les applications que l'on a et qui vont continuer à perdurer. En revanche, il y a vraiment des nouveaux besoins sur lesquels il y a quelque chose qu'il faut changer. Vous parlez d'une gouvernance de start-up quand on a préparé ça ensemble. C'est quoi une gouvernance de start-up dans le cadre du SI aujourd'hui ? Alors la logique de start-up, en fait, il y a plusieurs idées à prendre à la start-up. Et c'est pas du tout la logique de dire la start-up elle a des produits, on les achète. C'est pas ça du tout l'idée. L'idée c'est déjà la start-up, elle aime le risque. Parce que s'il y a du risque, elle va être la première à y arriver. Si elle y arrive, il y a une grosse récompense au bout qui va être les premiers à sortir le service. Alors que je viens de dire juste avant que la gouvernance des SI, elle déteste le risque et elle va tout faire pour empêcher. Voilà. Donc la première idée à prendre côté start-up, c'est de se dire finalement, s'il y a du risque, il y a de l'opportunité, donc il faut faire des choses.
Donc ça, c'est la première idée. Après, la deuxième idée de la start-up, c'est que souvent, pour des questions d'effectifs au départ, il n'y a pas d'organisation. C'est une organisation très très souple, très agile, et il n'y a pas d'organisation structurée. Et donc, ça permet d'aborder justement l'inconnu, parce qu'en fait, peut-être que l'organisation est une variable d'ajustement au traitement de ces nouveaux besoins qui sont inconnus. Avec, on voit arriver des projets avec des objets, des voitures connectées. Comment je fabrique une application dans une voiture connectée? Je pense que ça n'a pas été prévu dans la majorité des gouvernances, y compris sur la phase de test et de recettes. De votre point de vue, comment est-ce que finalement on organise? Quels sont on va dire, les 3-4 leviers et les 3 fondamentaux pour organiser justement une gouvernance voilà, start-up, comme on le disait? Alors, au départ, ça peut faire peur, parce qu'on est en train de se dire, mais ça veut dire qu'il faut jeter à la poubelle tout ce qu'on a fait sur ces 30 dernières années. En fait, l'idée, c'est plutôt d'essayer de séparer le système d'information en 2 parties. Il y a une partie qui est relativement stable et une partie qui va aller plus vite. La partie plus vite, je suis sensible à ça parce que toute la partie digitale, elle est ici. On doit sortir des services en 1 mois et demi, 2 mois à partir de nouvelles données. Donc, ce qui n'est pas le cas dans la partie plus stable. Maintenant, c'est pas parce qu'une fonction de finance, par exemple, qu'elle doit forcément être très stable. Il peut y avoir des fonctions de finance où on va avoir besoin d'agilité parce que, par exemple, on va exposer les données de finance à nos clients et donc on a besoin d'une agilité pour fabriquer ça. Donc, grosso modo, on a d'un côté finance, achat, RH, on a le système d'information support et un peu quelques parties métiers. Et de l'autre côté, on a la partie qui est soit mobilité vers les agents, soit vers l'Internet, ce qu'on appelle aujourd'hui digital. Et donc, en séparant ces choses en 2, ça veut donc dire que quelque part, on va vers une gouvernance bicéphale finalement, où ce qu'on a appris continue de fonctionner sur un domaine plus réduit, mais c'est important de définir ce domaine et d'être conscient que c'est bien ça qu'on veut faire et c'est bien ça la stratégie. C'est peut-être la première étape zéro à engager demain matin, c'est vraiment de se poser les questions pour chaque application, où est-ce qu'on est. Et cette gouvernance bicéphale, elle va nous permettre à ce moment-là de commencer à construire quelque chose de beaucoup plus agile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que ceux qui ont fait de la SOA depuis un moment vont bénéficier de cet investissement parce que le lien qu'il y aura entre ce système un peu plus stable et le système agile que l'on cherche, en fait, il va être dans les services, dans les web services, il va dans l'exposition des données. Et c'est là que va se faire la passerelle. Donc on maintient la stabilité finalement en découplant les 2 systèmes. Donc on a bien un système d'information intégré dans la vision qu'il faut avoir. En revanche, ils vivent à 2 rythmes différents et j'ai donc besoin d'avoir une espèce d'articulation, de charnière qui me permettent de gérer, de découpler ces 2 rythmes. Le DSI aujourd'hui, et on en parle justement, ce DSI en mode start-up, il doit aussi être focus sur finalement le time to market, le business. Il ne doit pas être finalement isolé de ces enjeux-là. Comment est-ce que vous voyez les choses par rapport à ça et dans une nouvelle donne finalement du SI aujourd'hui? Alors effectivement, quand on parle d'agilité, on imagine soit de l'agilité avec juste les métiers où on va très très vite pour prototyper la maquette et puis après tout est figé, ça met des mois. Soit on parle d'agilité au niveau du développement, mais en fait c'est les métiers qui vont passer vite. Soit on parle d'agilité au niveau de la production. Bon, en fait, on a vraiment besoin d'une agilité de bout en bout. Alors pour les sociétés commerciales, ça va se traduire par un time to market quelque part ou par des services mis à disposition de clients existants. Mais en fait, le principal intérêt d'avancer par petits morceaux qu'il va falloir faire passer très vite de l'élaboration de ce qu'on pourrait faire de la conception au développement et à la mise en production dans des délais très courts, c'est un gros intérêt, c'est que ça évite de définir un cahier des charges énorme au départ qui a un certain coût. Finalement, la question, c'est plutôt pour ce montant-là, qu'est-ce que je suis capable de faire qui est plus prioritaire pour l'entreprise? Et ça, généralement, la DSI ne le sait pas. Et cette priorisation peut se faire soit parce que les métiers le savent, mais des fois, les métiers ne le savent pas. En fait, ça va se faire parce que justement, on est arrivé jusqu'au bout et qu'on peut exposer les premières fonctions au client final, à l'utilisateur final, qui peut être client de l'entreprise, qui peut être un partenaire, qui peut être dans notre cas une collectivité locale. Et donc là, on a un retour immédiat pour dire mais ça c'est une super idée, vous mettez une carte et c'est génial. Et la carte, ça n'avait pas été imaginée au départ, et donc la carte ensuite elle doit repartir en 2e cycle et arriver dans les semaines suivantes. Donc c'est vraiment
d'arriver à construire cette agilité qui est finalement plus important pour répondre aux enjeux de Rexel, je l'ai vu dans le film, sur s'adapter à l'inconnu, parce que finalement l'inconnu, il arrive à la fin, il arrive avec l'utilisateur, donc on va parler de user experience, c'est vraiment l'utilisateur final, qui soit interne, donc un agent mobilité, ou qui soit externe, nos clients. De votre point de vue, comment est-ce que les DSI autour de vous, je sais que vous en connaissez évidemment beaucoup, comment est-ce qu'ils accueillent justement la transformation de leur métier? On dit aujourd'hui que le DSI est très proche de la gouvernance de l'entreprise au global, très proche aussi des profils développeurs, des profils marketing qui se réinventent aussi. Alors effectivement, c'est quelque part très déstabilisant ce que je dis là. J'imagine que la vidéo va être brûlée à la fin, parce que en fait, ça remet en cause aussi l'organisation de la DSI, le rôle de la DSI au sein de l'entreprise. Alors là, je pense que ça va dépendre. Alors, on parle de Chief Digital Officer, qui est un terme à la mode qui apparaît pour dire qui c'est qui pilote finalement la capacité à amener toutes ces plateformes digitales qui sont souvent celles dont on parle en agilité, même si c'est pas uniquement celle-ci. Je pense que le débat n'est pas là. Le DSI, de toute façon, depuis très longtemps, a cherché à travailler avec ses métiers, avec ses maîtrises d'ouvrage. Et aujourd'hui, on lui demande en plus de travailler aussi avec ses clients, avec les clients de l'entreprise. Donc, de toute façon, on est déjà dans une logique de réseau, on est déjà dans une logique collaborative, donc on est dans une logique de co-construction. Donc après, où sont les murs dans la co-construction? Est-ce que c'est un open space ou est-ce que c'est des bureaux séparés? Finalement, si on sait travailler ensemble, et là, il y a plein de plateformes, qui sont aussi tirés du développement pour partager du code, des besoins et ainsi de suite de manière totalement transverse en niveau agilité. On évoquait rapidement la sphère des développeurs comme collaborateurs aujourd'hui du SI. C'est évidemment la question de DevOps. Je crois que ça ne vous est évidemment pas inconnu, DevOps au sein de l'UNES des Eaux. Alors, en fait, on ne l'a pas vraiment abordé sur le thème DevOps tel quel. On s'est posé la question en faisant ce que je disais, c'est-à-dire en essayant de dire, OK, si je prends un petit morceau et j'essaie de le prototyper plus vite, ensuite comment je le conçois plus vite, ensuite comment je le développe plus vite, et ensuite comment je le mets en production plus vite. Et là se pose la question de la production plus vite. Pour arriver à mettre en production toutes les semaines, si avant il fallait 3 jours, si je le fais toutes les semaines, ça va manger la moitié de ma capacité de développement. Donc je dois totalement l'automatiser et ça ne peut pas se faire en 3 jours, ça doit se faire en quelques heures et c'est totalement automatique. Donc ça nous oblige à travailler sur l'écriture des robots qui vont mettre en production dans le cloud automatiquement ce qu'on livre sur les plateformes. On y est arrivé comme ça. On n'y est pas arrivé en se disant tiens, ça serait vachement bien de faire ça. Voilà. Parce que nous, on est surtout dans un système qui est très sous-traité, donc l'infrastructure est sous-traitée. Donc c'était pas quelque chose qui était sur notre radar. Et on l'a vraiment découvert en se disant en fait tout ce qu'on fait ça sert à rien si on n'arrive pas à mettre en production toutes les semaines. Alors on va continuer à parler DevOps justement et on va accueillir notre second invité sur Creative Talks, dont je rappelle qu'il est consacré au rôle du DSI en mode start-up. Ce sera Juliette Nguyen, CTO de la société Steam, qui va nous rejoindre après une vidéo DevOps qui explique justement les grands enjeux, le rapprochement des univers. C'est tout de suite. DevOps, c'est les 3 premières lettres de 2 mots, développement et opération. L'idée, c'est de rapprocher le monde des devs et le monde des ops. Les deux font l'informatique, mais aujourd'hui, ils ne parlent pas le même langage, ils n'arrivent pas à se comprendre suffisamment. Donc l'idée, c'est d'améliorer la collaboration entre ces deux mondes de l'informatique. Les principaux enjeux, c'est donc d'améliorer le time to market pour fournir aux clients internes et externes des nouvelles fonctionnalités le plus rapidement possible, tout en gardant le même niveau de qualité des livraisons. Pour l'univers des opérations, ça veut dire beaucoup de choses. Tout d'abord, des nouveaux process à mettre en place pour améliorer cette collaboration entre ces deux univers, mais également en mettant en place des nouveaux outils qui vont permettre aux ops de revenir au cœur du SI et de reprendre une valeur au sein de l'entreprise. Ça va être des outils qui vont permettre d'automatiser la livraison des applications. On parle alors de continuous delivery. Des outils aussi pour automatiser la création d'environnements. On parle du concept d'infrastructure as a code. Et ensuite, un aspect monitoring. On va permettre aux opérations de pouvoir apporter plus de valeur ajoutée au monitoring et fournir aux équipes métiers des KPI beaucoup plus métiers que techniques. Et après cette vidéo, nous accueillons Juliette Nguyen, comme je le disais, CTO de la société Steam. Bonjour Juliette, bienvenue. Bonjour. Steam qui est la... Alors je vous laisse présenter la Steam, c'est plus simple, vous présentiez. Alors la Steam, c'est la filiale informatique du groupement des Mousquetaires. Les principales missions, c'est de concevoir et de réaliser donc l'informatique du groupement en France et à l'international.
Parmi ces clients, bien sûr, plus de 3500 points de vente répartis en France et en Europe, et plus de 100 entités en amont qui sont des filiales de services, des unités de production, des centrales d'achat. Donc c'est assez important et on imagine la taille des enjeux, évidemment. Je rappelle juste en un mot, vous venez d'être primé. Ça s'est passé hier soir. Vous êtes primé meilleur CTO, en tout cas, du CRIP, qui est le club des responsables d'infrastructure et de production. Oui. Bravo. Qu'est-ce que ça représente ce prix pour vous, cette récompense? Écoutez, j'ai surtout porté un projet de toute une équipe. Donc, c'est la fierté que tous les efforts de la STEAM soient récompensés aux yeux de ses pairs. Bravo à vous. Alors, on revient sur le sujet pour rebondir sur la vidéo que l'on vient de voir ensemble sur DevOps. Vous avez mis justement vous aussi en place, vous avez mis en place une démarche DevOps dans votre organisation, à la STEAM. Pourquoi vous avez eu vous avez lancé cette initiative et cette démarche? Mais écoutez, comme toute DSI, on a été confronté à des impératifs métiers très très forts en ce qui concerne les projets numériques. Donc justement ce qu'on disait dans les projets numériques, on s'aperçoit que on n'est pas suffisamment réactif, des délais trop longs, des coûts importants. Donc on a eu le choix que de se réorganiser et de répondre à des impératifs d'agilité et de réactivité. Et d'automatisation, comme on l'évoquait là aussi, de moyens de production, j'imagine aussi? Oui, aussi. C'est ça l'enjeu. En fait, il convient d'automatiser, d'industrialiser et de massifier au maximum pour pouvoir gagner en délai et en coût. Alors, parlons de cette démarche DevOps, juste dans le détail. Qu'est-ce que vous en avez fait? Comment vous l'avez fait? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails, justement? Alors écoutez, c'est un projet qui est mené maintenant depuis plus d'un an. Il a fallu tout d'abord organiser les équipes, trouver les profils, créer une équipe dédiée pour créer une synergie des compétences. L'objectif principal est de favoriser une transversalité et des profils pluridisciplinaires pour casser ce mode de fonctionnement en silo que nous observons dans les organisations classiques. Les silos ordinaires, c'est quoi les silos chez vous? Vous savez, vous avez les études, le développement d'un côté qui livre et après la production qui fait les recettes et les intégrations pour un déploiement. Et là, l'objectif, c'est quand même bien de responsabiliser en fait chacun sur toute la chaîne, de la conception à l'exploitation au déploiement. Alors, vous avez donc mis en place cette DevOps chez vous. Concrètement, quels ont été les bénéfices? Qu'est-ce que vous avez gagné? Écoutez, on a gagné une synergie des compétences. On s'aperçoit que les développements ne s'arrêtent pas à leurs frontières de code, participent volontiers aux problèmes de performance qui jusqu'alors restaient des problématiques, on va dire, d'exploitation. On parlait avec Frédéric Charles il y a un instant du time to market. Ça me semble intéressant de creuser là-dessus aussi avec vous, Juliette. Quels ont été les bénéfices de ce côté-là avec cette démarche DevOps? Pour nous, c'est vrai qu'il est peut-être un peu prématuré de parler de bénéfices en tant que business. C'est un peu tôt pour l'instant. Oui. En revanche, ce qu'on note, c'est que nous avons beaucoup moins d'incidents. Aujourd'hui, on arrive à des cycles de livraison à peu près toutes les 3 semaines et nous avons développé et mis en œuvre à peu près un portefeuille de 9 applications. 9 applications, d'accord. Oui. Donc, 9 applications de quel type? Ce sont des applications liées à tout ce qui est numérique consommateur, tous ces projets web que vous pouvez entendre parler, les e-commerce, voilà. D'accord. Un mot pour réagir, Frédéric, sur ce que Juliette a développé au sein de STEAM? Ce qu'on voit, c'est effectivement la partie digitale en relation avec les clients. C'est là où l'entreprise a le plus de contraintes pour délivrer rapidement. Donc, je ne suis pas étonné que ce soit les premières applications qu'on mette derrière. Maintenant, il peut y avoir aussi des besoins importants à l'intérieur de l'entreprise, pour les agents, par exemple.
On parlait gouvernance et moi j'aimerais aussi faire un rebond là-dessus avec vous Juliette. Justement, comment est-ce que vous avez aujourd'hui organisé une nouvelle gouvernance ou une gouvernance avec un nouveau SI, on va dire, intégré? On veut surtout revisiter tous les processus actuels. On voit qu'il y a probablement des améliorations à apporter. On veut également aussi revoir les outils, tous ces outils qui nous permettent d'industrialiser et de massifier au maximum. Donc c'est pas tellement en fait un enjeu de gouvernance pour vous, le DSI en mode start-up, pour rebondir sur le thème de notre discussion, c'est plus sur les outils, les process. C'est plus ça pour vous, sur les fondamentaux un petit peu. Oui, avec quand même une évolution des métiers qui est au cœur de l'organisation, à savoir que aujourd'hui nous allons probablement tendre vers des nouveaux métiers, des nouveaux profils. On ne parlera peut-être plus de profils purs techniques ou purs fonctionnels, mais bien une polyvalence et une pluralité des compétences. Je rappelle que vous êtes CTO de Steam. Qu'est-ce que vous attendez de vos équipes, à vous, concrètement, maintenant? Aujourd'hui, que cette équipe dédiée puisse élargir les compétences et, en quelque sorte, rediffuser ses bonnes pratiques et ses compétences aux autres collaborateurs. L'idée, c'est que ça soit non plus une structure dédiée, mais que ça soit l'ensemble de l'ASI qui soit organisé de telle façon. Même question pour vous et vos équipes. Qu'est-ce que vous attendez d'eux aujourd'hui? En fait, nous, on a démarré sur un projet. Donc, on a mis le projet, on va dire, en mode agile, mais qui va de bout en bout. Et en fait, on voudrait que ce projet devienne notre mode d'organisation. C'est-à-dire qu'on a déjà étalonné en 4 mois, on a déjà revu 3 fois le process sur comment on se transmet, quels sont les différents documents types et autres. Mais le but du jeu, c'est qu'à la fin, en fait, on est appris, puisque on parle toujours d'agile, mais il y a le sujet lean, donc la qualité qui est importante. C'est-à-dire que le fait de livrer chaque semaine, un gros avantage, c'est qu'on peut se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé comme problème et comment je peux les résoudre pour la semaine prochaine. Je reviens sur les équipes et la façon de travailler, parce que c'est quand même assez clé, évidemment, sur ces nouveaux rôles. Juliette, quel est l'impact de ces nouvelles façons de collaborer, de travailler sur les métiers de l'exploitation qui vous concernent plus directement, à vous? Alors vous savez, avant tout, c'est quand même un projet hors du commun, non pas sur son périmètre de projet numérique, mais c'est innovant dans la constitution en fait de l'organisation. Il s'agit de mettre les équipes de production très en amont des projets à côté des équipes de dev pour partager au quotidien les problématiques métiers pour d'une part et les spécificités techniques d'autre part. Plus qu'un projet d'évolution, j'ai envie de dire que c'est plutôt une mutation de l'organisation. Les impacts, c'est l'émergence de nouvelles compétences plus transverses. Et peut-être un des gains le plus appréciable à ce jour, c'est que certains de nos clients qui étaient partis voir à la concurrence parce que c'était plus vite, moins cher, etc. Eh bien aujourd'hui, ils nous redemandent d'internaliser leur solution. D'accord. Parce que ils ont vu qu'il y avait des gains importants pour eux. Pour vous, du côté de la Lyonnaise, les nouvelles façons de travailler, ça peut ressembler à quoi au sein de vos équipes aussi? Typiquement, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Il y a le côté image, je suis d'accord que le côté image, c'est-à-dire que le fait que la DSI le fasse, il y a aussi un effet démarrage qui est de finalement reposer un peu la DSI sur le côté innovation, image, si elle avait pu en être écartée entre guillemets, ou au moins dans la vision des clients métiers. Je pense que c'est important, ça permet de reconcentrer les gens sur des métiers clés. Et être concepteur, c'est vraiment être concepteur. On était passé à des stades, je suis chef de projet, je suis consultant, ça voulait plus rien dire. Là, on revient exactement et on a des concepteurs en amont, donc qui explorent les opportunités business. Et on a ensuite des gens qui font de l'UX,
donc du design, et ensuite on a des gens qui font de la vraie conception, mais eux, ils ont bénéficié de tout ce qui s'est passé avant. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est pas les mêmes profils, même psychologiques presque, entre celui qui va être dans le détail pour aller chercher les attributs de l'objet qu'il faut pour passer le service avant qu'on envoie ça en dev, parce que sinon c'est le dev qui va tomber dessus. C'est pas du tout le même profil que les gens qui explorent. Or avant, on avait des gens qui étaient beaucoup plus polyvalents et en fait, mais qui finalement, ça allait bien dans un monde qui était plus lent, dans un monde plus rapide. En fait, on a besoin d'avoir que les gens vraiment se révèlent là où ils ont vraiment le plus de valeur ajoutée. Une dernière question, justement, finalement, vous disiez que le développeur revient un peu au centre du jeu. Et d'ailleurs, ça rebondit sur un débat qui a eu lieu hier sur les développeurs, tous des rockstars, un petit peu. Comment est-ce que ça va changer les relations avec les intégrateurs, dont on parle peu, mais qui sont aussi des personnes clés? Ouais, c'est une très bonne question. Alors moi, j'ai écrit un article qui s'appelle Le retour du Jedi, non pas la rockstar. Donc le Jedi, c'est le développeur. Pour deux choses. D'abord, c'est le retour, c'est vrai, on les avait oubliés, voire on les avait sous-traités. Et à la fin, finalement, ce qui est important, c'était l'étude, et puis on sous-traitait ça et ça arrivait. Quand on réfléchit, on se dit que finalement, ce que va voir le client en finale sur le site, c'est la ligne de code du développeur. Et c'est ça qui s'exécute. Même s'il y a pu avoir un travail amont pour lui préparer le travail, finalement, c'est lui qui fait l'exécution finale. C'est quelque part. D'où ce côté-là. Donc, il y a un vrai retour des développeurs aussi en termes de compétences. Alors, bien sûr, sur des frameworks qui sont prévus. Alors, la problématique par rapport aux intégrateurs, elle est très simple, c'est que c'est totalement impossible aujourd'hui de sous-traiter un projet au forfait dans le mode que je vous ai donné. Pour plein de raisons, parce qu'en fait, on a un inconnu, donc chiffrer l'inconnu, ça veut dire très cher. Et même quand je le découpe, finalement, il faut que j'arrive à reprioriser. Alors, on arrive à trouver des nouveaux modèles avec une logique de points de fonction pour arriver à identifier, OK, combien ça coûte de faire passer telle user story dans la chaîne et d'arriver là. Donc, mais on peut plus s'engager globalement. Donc on peut peut-être s'engager globalement sur une logique de contrat cadre, mais on peut plus s'engager globalement sur un périmètre fonctionnel. Ça n'a aujourd'hui quasiment plus aucun sens. Et donc il faut revoir en fait ces contrats. Et clairement, il y a des ESN, maintenant, on dit entreprises de services numériques, ex-SS2I, qui ne s'adapteront pas. C'est-à-dire qu'elles ont énormément de mal. Elles viennent d'un monde où c'est totalement nouveau, à la fois pour les commerciaux, pour comprendre ce qu'on raconte, et à la fois pour les gens qui sont en poste derrière. Merci à tous les deux. C'est la fin de Creative Talks. Je vous remercie infiniment. Bon Tech Days à vous. On retrouvera Creative Talks avec d'autres invités demain à 11h45. Merci. Avant de passer la parole à mes amis sur cette prochaine session technique, et notamment Bernard Roganlion, que je reconnais. Bonjour à vous. Un petit mot pour vous dire et pour teaser un peu sur Blind Test for Fun, qui est notre jeu à 13h après la session. Donc, il y a un Microsoft Lumia à gagner. Je vous invite à rester. C'est à 13h tout à l'heure. Venez nous rejoindre. Venez nombreux. En l'occurrence, je laisse la parole à Bernard, cher Bernard, pour des questions de sécurité sur le cloud. Et ce sont des gros enjeux. Je vous laisse la parole. Bonne session à vous. Merci beaucoup, Marion. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Bernard Roganlion, je suis le directeur technique et sécurité de Microsoft. Et voici mon éminemment collègue et néanmoins ami Marc Posset, qui est notre directeur juridique et affaires publiques. Et donc, nous allons nous partager à la fois le temps de parole et vous donner également la parole pour aborder un sujet évidemment extrêmement important, qui est le sujet du cloud, de la sécurité, du respect de la vie privée, et voir comment est-ce qu'on peut naviguer dans cet environnement sur des considérations qui sont à la fois techniques, juridiques, mais également de politique d'entreprise sur lequel on va essayer de revenir tous les deux. Donc je vais commencer par parler de sécurité. Marc abordera quant à lui les sujets de respect de la vie privée. On va réserver à peu près la moitié du temps à cette présentation dans laquelle on va faire le point sur un certain nombre de ces éléments pour fixer les idées. Et ensuite, on vous donnera la parole pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous avez par la tête. Il n'y a pas de questions taboues, il n'y a pas de sujet interdit, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Premier élément sur lequel il me paraît nécessaire d'insister, c'est sur le fait que quand on parle de sécurité ou de respect de la vie privée de cloud, il faut déjà parler et savoir exactement ce dont on parle. Donc le cloud, ça n'est pas que du cloud public,
ça peut être aussi du cloud privé. Donc typiquement, si le cloud est chez vous, sur place, tout est entre vos mains, au sens où, à part évidemment la partie télécom, tout le reste, réseau, stockage, serveur, virtualisation, etc., jusqu'à la couche applicative, vous incombe en termes de responsabilité, et c'est vous qui opérez et qui avez le contrôle et la main sur l'ensemble de ces éléments. Donc si ensuite on passe dans un environnement dit infrastructure as a service, où finalement le fournisseur de cloud va vous apporter les couches les plus basses, la partie réseau, stockage, serveur et une couche de virtualisation, vous allez avoir quant à vous la responsabilité de tout le reste. Donc quand on parle de sécurité et de respect de la vie privée dans un tel contexte, ça veut dire en particulier que vous avez la possibilité, si vous le désirez, pour prendre cet exemple-là, de chiffrer la totalité des données qui sont stockées dans cet environnement. Vous en avez la responsabilité de mise à jour, la responsabilité d'administration. Vous avez encore un contrôle extrêmement significatif sur cette infrastructure as a service. Si on avance un tout petit peu et qu'on parle de plateforme as a service, là, le fournisseur de services en cloud va évidemment fournir beaucoup plus de choses et en particulier un environnement d'exécution pour vos applications. Dans cet environnement-là, les fournisseurs de services en cloud ont comme responsabilité notamment de mettre à jour et donc globalement vous confier une partie plus importante de la responsabilité entre les mains du fournisseur de services en cloud. Dernier élément, software as a service, l'exemple le plus emblématique c'est la fourniture d'une boîte aux lettres avec une certaine taille associée à un niveau de service. Et dans ce cas-là, en dehors des données qui effectivement sont des données que vous allez alimenter, dans la réalité, c'est le fournisseur de services en cloud qui va, dans la réalité, gérer la totalité de cet environnement. Donc quand on parle de mise en cloud et qu'on parle de sécurité dans le cloud, il est extrêmement important de savoir ce dont on parle. Ceci étant dit, quand on regarde la plateforme Microsoft en tant que telle, elle a la volonté de pouvoir agir sur l'ensemble de ces différents éléments, que ce soit chez vous, chez un hébergeur, et à travers une plateforme telle que Microsoft Azure, avoir la possibilité de pouvoir héberger des infrastructures as a service, plateformes as a service, et pour ce qui concerne Office 365, par exemple, l'environnement software as a service. Ceci étant dit, à partir du moment où on a clarifié